Bonjour Xavier Ponce. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est et chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement de Sciences Po. Vous travaillez essentiellement sur la politique d'évaluation des écoles et vous avez fait, me semble-t-il, une enquête il y a quelque temps, 2010-2011, sur 2009-2011. De 18 mois donc, sur la problématique de l'évaluation telle qu'elle était perçue dans 4 pays européens. Et vous souhaitiez comprendre comment se mettait en place et se vivait une politique d'évaluation. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner les éléments essentiels de cette enquête? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci pour cet entretien. Ce qui nous intéressait, c'était de comprendre ce qui rendait les acteurs interdépendants les uns des autres dans chaque pays. Et là, on a des modèles tout à fait différents, puisque en Angleterre, par exemple, on a fait le choix de mettre en œuvre une procédure très spécifique, fortement contraignante et très précise, avec des conséquences directes sur les établissements. Pour ne prendre qu'un exemple, après la visite d'inspection, l'établissement dispose d'un délai de 40 jours pour concevoir et envoyer au service d'inspection un programme d'activité, un plan d'action qui prend en compte directement les préconisations inscrites dans le rapport d'inspection. Et ce rapport est envoyé aux bibliothèques locales, distribué aux familles, et c'est sur cette base que peut avoir lieu une seconde inspection. Donc vous voyez très bien qu'il y a une procédure institutionnelle très forte qui contraint fortement les acteurs et qui souvent effraie un grand nombre d'entre eux, notamment les enseignants. Pour vous donner un exemple, un syndicat d'enseignants en Angleterre a déjà pu émettre des t-shirts « I survived to my inspection ». J'ai survécu à mon inspection. C'est vous dire le poids que ça a dans le contexte anglais. À l'opposé, la Suisse est un contexte très différent puisque, vous le savez peut-être, l'éducation est du ressort des cantons. Donc il y a 26 cantons. Voilà, donc 26 systèmes éducatifs différents. Et la question de l'évaluation des établissements est de la prérogative des cantons. Et donc il y a des situations très contrastées. Dans les cantons alémaniques, ça là se développe un petit peu depuis les années 2000. Et dans les 2 cantons francophones qu'on a étudiés, on en est vraiment au tout début. Les procédures sont vraiment à leur stade premier. Et du coup, il nous paraissait intéressant de mettre la France comme un cas intermédiaire avec ses spécificités. Ces spécificités sont les suivantes. Une grande production de textes. On a beaucoup de textes sur le sujet. Mais des pratiques effectives, irrégulières, dans le temps et dans l'espace. Vous êtes intéressé également à l'instrumentalisation politique, je dirais, des enquêtes internationales dans ces pays. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on peut dire que dans différents systèmes éducatifs, PISA a en effet été plusieurs fois instrumentalisé pour légitimer certaines réformes au nom de ces enquêtes internationales, mais parfois pour des motifs qui sont éloignés de ce que le contenu strict de ces enquêtes permet vraiment de dire. Alors ça se reproduit dans différents pays, et en France ça a été particulièrement le cas à partir de 2007, notamment sous le ministère de Xavier Darcos que nous avons plus particulièrement étudié. On parle beaucoup ici au colloque de la FAE du choc PISA en Allemagne, oui. En 2 mots. Alors je ne connais pas bien la situation allemande, mais l'expression est employée pour désigner l'ensemble des réformes qui ont été mises en œuvre très rapidement dès décembre 2001 dans ce pays, des réformes nombreuses, en réaction donc aux enquêtes, à l'enquête PISA qui montrait que l'Allemagne, contrairement à ce qu'elle pensait, était un pays dont les résultats étaient finalement en dessous de la moyenne. Ça a donné lieu à un grand nombre de réformes d'ordre structurel, mais aussi sur les contenus, avec la définition de standards et à une réflexion d'ensemble sur la notion de compétence. Malgré tout, je persiste à croire que, même si on a des exemples similaires en Suisse, l'idée d'un choc PISA est une idée peu répandue dans les systèmes éducatifs européens. On vient de terminer une enquête comparative sur le sujet qui a rassemblé une douzaine d'équipes de recherche dans plusieurs pays européens. Et on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs pays dans lesquels il n'y a pas de choc PISA. Et d'ailleurs l'expression choc PISA, moi, me gêne beaucoup. Oui. Parce que elle suggère l'idée que voilà, d'un coup, on va prendre conscience d'un certain nombre de choses et mettre en place des réformes au nom du contenu strict de l'enquête. Alors que dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que l'enquête arrive dans un système éducatif et immédiatement, les conclusions de cette enquête sont traduites
en fonction des débats nationaux, en fonction des intérêts du moment, etc. Et donc PISA n'arrive pas dans un paysage éducatif sur une table rase. Et il arrive dans un système qui a déjà ses habitudes de pensée, ses modes de fonctionnement, et donc immédiatement ses conclusions sont retraduites. Je vous donne un exemple peut-être pour essayer d'illustrer ça. PISA peut être par exemple utilisé en France par le responsable d'éducation de Microsoft pour dire que il y a un développement insuffisant de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'école et que c'est à l'origine de la baisse de résultats des élèves. Vous voyez bien que c'est quelque chose que ne permet pas de dire vraiment stricto sensu le contenu de l'enquête PISA et que en fait ça obéit à un débat sur les TIS à l'école qui se développe depuis plusieurs années indépendamment du fait de l'enquête. Et puis PISA, c'est des indicateurs, mais c'est également une série importante de documents d'accompagnement qui méritent d'être lus. Bien sûr, et que j'ai l'impression que peu de personnes, peu d'acteurs dans le système éducatif ont le temps de véritablement lire, au premier rang desquels les chercheurs. Il n'y a pas encore une véritable tradition académique visant à reprendre les enquêtes de PISA. En gros, pour le dire de manière très sommaire, il y a deux types de travaux pour l'instant qui utilisent PISA. Soit des travaux qui continuent à interroger les fondements méthodologiques de l'enquête pour réfléchir à la meilleure façon d'évaluer les élèves, soit des travaux qui reprennent les données statistiques en disant bon, elles sont relativement fiables, on a là des indicateurs de résultats, que peut-on dire du coup de l'efficacité de tel ou tel enfant. Merci beaucoup. Merci à vous.